Au-delà des surenchères de l'extrême droite, comment aujourd'hui héberger à la fois les réfugiés et les sans-abri sans les mettre en concurrence ? Bonsoir à tous les trois. Christophe Robert, vous êtes délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Et par rapport à ce débat qu'on va avoir dans un instant, pour vous, le risque, c'est que l'attention portée sur les réfugiés conduise à oublier les autres. Il ne faut pas que cela crée des files d'attente supplémentaires. À côté de vous, Yann Brossa, bonsoir. Vous êtes adjoint PCF à la mairie de Paris, en charge du logement et de l'hébergement d'urgence. C'est dire si vous êtes concerné. Et pour vous, histoire de sortir de cette opposition malsaine entre SDF et réfugiés, il faut augmenter globalement les capacités d'hébergement. C'est la moindre des choses. Et c'est un début. Béatrice Gibelin à vos côtés. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous êtes géographe, professeur émérite à l'Institut français de géopolitique à l'université Paris 8. Selon vous, parler de concurrence entre réfugiés et SDF alimente le discours de la droite et de l'extrême droite. On démarre avec une question, Nadia, d'un internaute. Oui, la voici. Quand vous voyez en hiver un SDF dormir sur le trottoir, c'est souvent en vain que vous appelez le 115. Ça ne risque pas d'être pire cet hiver. Yann Brossa, on sait en effet que seule une personne sur deux qui appelle le SAMU social obtient un hébergement. Qu'a prévu la mairie de Paris pour que cet hiver, l'hiver prochain, ne soit pas pire que les autres? La seule solution, c'est d'augmenter globalement nos capacités d'hébergement. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, tout est engorgé. Le logement social est engorgé, l'hébergement d'urgence est engorgé. Et si on ne fait rien à ce moment-là, il risque d'y avoir une concurrence entre les publics. Donc ce qu'on doit faire, c'est augmenter partout. C'est ce que vous avez commencé à faire? C'est ce que nous avons commencé à faire. Depuis le mois de juin, nous avons ouvert 9 structures d'hébergement supplémentaires dans Paris. Et nous avons ainsi accueilli 2000 réfugiés qui n'auraient pas pu l'être si nous n'avions pas ouvert ces centres supplémentaires. Et nous allons encore en ouvrir d'autres. Moi, ma conviction, c'est qu'on doit pousser les murs et faire en sorte que tout le monde puisse être accueilli dignement. Vous reprenez les éléments de langage de Madame le maire. Quand quelqu'un est en difficulté, on ne lui demande pas ses papiers, on l'accueille et on lui permet d'être mis à l'abri. Alors, Vincent. Oui, 112 000, c'est le chiffre du jour, chère Elisabeth. 112 000 personnes dans la rue, donc qui attendent, qui sont en situation d'urgence, qui cherchent un lieu simplement pour dormir. La crise est passée par là, c'est un chiffre qui a presque doublé en 10 ans. Et on se souvient, il y a eu pas mal de promesses politiques. Lionel Jospin, pendant la campagne, zéro SDF. Qu'est-ce qui fait que les politiques ont autant de mal à résoudre ce problème? Beaucoup de choses. Une des raisons, c'est la crise du logement. Insuffisance de logement, et il y a des personnes qui sont aujourd'hui en hébergement qui pourraient accéder à un logement si on était prêt à fournir un logement qui corresponde aux capacités financières de ces personnes. Mais aussi... Donc c'est objectivement compliqué. Comment? C'est objectivement compliqué. Alors, tout dépend de l'ambition. Je pense que non. Sincèrement, un pays comme la France, avec les ressources qu'il a, et d'ailleurs, l'engouement aujourd'hui pour trouver des places supplémentaires, qui est très très positif, doit nous permettre de pouvoir rebondir dans la durée en disant on va apporter une solution à chacun. C'est ce qu'il faut faire, ouvrir des places supplémentaires, mobiliser les logements vacants. Vous voyez presque dans cette crise des migrants une opportunité pour changer les règles du jeu. Complètement. Et les mentalités. Et les mentalités. Oui, complètement. C'est-à-dire que ce n'est pas une opposition, c'est au contraire. Depuis quelques années, les associations, dont la Fondation Abbé Pierre, disaient il y a des terrains disponibles, il y a des locaux disponibles, il y a des logements vacants. Alors, tout ceci n'est pas aussi simple que ça. Mais néanmoins, on sait qu'il y a aujourd'hui des capacités qui peuvent être mises à disposition des mal logés, des sans domicile fixe et des réfugiés auxquels on doit effectivement l'asile. Donc je crois qu'il faut dédramatiser, calmer le jeu. Par contre, démultiplier cette énergie qui est en train de se manifester dans notre pays. Mais il faudra le faire dans la durée, pas simplement parce que médiatiquement, c'est très visible et puis il y a l'émotion qui nous porte collectivement. Quand on parle de saturation, ça se manifeste comment? Le 115 est débordé comment c'est simple, vous avez 1 700 000 demandeurs de logements sociaux. 1 700 000. Vous avez absolument une demande sur deux. Ce ne sont pas tous SDF, on est d'accord. Il y en a même certains qui sont des gens qui... Voilà, c'est ça. C'est la liste quand même. Et vous avez 60 000 ménages qui sont reconnus prioritaires au titre du droit au logement opposable, qui est normalement une logique d'accélération, si vous voulez, par rapport à des situations les dossiers sont mis au-dessus de la pile. Parce que les situations de mal logement sont difficiles. 60 000 ménages qui sont fait toutes les démarches pour être reconnus prioritaires et ne se sont pas vus proposer de logement. Et vous avez une personne sur deux qui appelle ce numéro d'urgence. C'est quand vous ne savez pas où dormir le soir même. Et ça n'aboutit pas une fois sur deux? Une fois sur deux, il n'y a pas d'orientation vers une solution, même d'urgence, même simplement un abri sur la tête. Et on peut dire aussi qu'il y a des gens qui n'appellent même pas le numéro. Sans parler de parce qu'ils savent que ça ne sert à rien. Béatrice Gibelin, comment se fait-il qu'on soit arrivé à une situation pareille? D'abord parce qu'on a une crise économique qui est là depuis quand même plusieurs années. C'est vrai qu'on a une croissance des sans domicile fixe qui est importante. C'est
pas forcément toujours les mêmes. Hein, on a aussi une rotation, des gens qui peuvent en sortir, c'est difficile, mais il y en a qui en sortent, puis il y en a des nouveaux qui arrivent. Ce qui est important, c'est qu'on a aussi des gens qui sont diplômés aujourd'hui, qui sont dans les sans domicile fixe, alors qu'on a toujours la représentation que ce sont des gens peu qualifiés. La population a changé. La ça, population c'est l'effet de la crise, a changé. pour le coup. Et ça, je pense que c'est vraiment le fait de la crise, avec, c'est indéniable aussi, hein, majoritairement, si les chiffres de l'INSEE sont les bons, plus de la moitié d'entre eux sont des étrangers et majoritairement des hommes, même si la proportion de femmes avec enfants monte en proportion. Donc on a, je crois, quand on parle des sans domicile fixe, enfin, il faut une population très hétérogène. C'est très hétérogène. Socialement. C'est très hétérogène dans nationalement. Et y compris l'arrivée maintenant de gens qui viennent de l'Europe de l'Est, qu'on n'avait pas et qui sont arrivés depuis, on va dire, 5, 6 ans, 8 ans sans doute. Donc l'Afrique subsaharienne, ça oui, on sait. Le Maghreb, oui, on sait. Mais on a aussi des Européens qui sont maintenant sans domicile fixe. Mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est une question qui est difficile. Je ne vous reproche pas de dire « mais que font les politiques ?» Mais ce n'est pas simple. C'est pas simple de... Pas de démagogie sur le sujet. Pas de démagogie sur le sujet. C'est vraiment une question qui est complexe. Alors c'est sûr que si on avait pléthore de logements, ça serait incomparablement plus simple. Mais on sait aussi qu'il y a des endroits où il y a des logements sociaux dans des petites villes qui ont perdu leur activité industrielle, qui sont libres et qu'on n'arrive pas à occuper. C'est les fameux 77 000 logements qui seraient vacants en ce moment. Ils sont répartis où sur le territoire? C'est pas les soi-disant, mais c'est une partie de ces 77 000. Mais ils sont dans des anciennes petites villes, des petites pierres, des villes qui ont été des villes industrielles et qui n'ont plus d'activité, bien évidemment. Et puis, il faudrait dire aussi que dans les logements sociaux, il y a toute une série de gens qui n'ont aucune raison d'y être, mais qui y sont rentrés à un moment donné de leur vie et qui ne le quittent pas. Et qui ne le quittent pas. Brigitte Bardot dans les HLM pistonnés. Non, mais c'est ça, ça, fini c'est des gens. Non, je blague. Je blague, mais bon, il y a eu des. Mais on a pu rentrer à un moment donné avec des raisons d'y être dans un. Des catégories sociales. Et qui, 30 ans après, 40 ans après, on y est toujours, alors qu'il y aurait longtemps qu'on aurait dû repartir. Alors, Yann Brassens, sur cette question, puis sur la question, il ne faut pas faire de démagogie, comme disait Vincent Girard. La vraie difficulté qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, toute la chaîne du logement et de l'hébergement est grippée. Parce que quand on va en centre d'hébergement, moi, ça me frappe à chaque fois que j'y vais. On tombe sur des gens qui n'ont rien à faire en structure d'hébergement. Des gens qui bossent, qui sont souvent cuisiniers, qui produisent des richesses dans cette ville et qui, parce qu'ils n'ont pas accès à un logement social, se retrouvent parfois des années en centre d'hébergement. Moi, je l'ai encore vu tout récemment, une femme qui bosse avec ses mômes et qui se retrouve en centre d'hébergement. Et donc, la solution, c'est la production de nouveaux logements. Et c'est faire en sorte qu'on ait davantage de logements sociaux qui permettent à ces gens de sortir de ces structures-là. Vous êtes d'accord avec ce que disait à l'instant Madame Gibelin, à savoir qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont bénéficié finalement de ces logements sociaux et dont la situation aujourd'hui ne nécessiterait pas nécessairement de rester dans ces logements. Quand des gens on ne sait pas faire bouger les gens. Mais quand des gens ont des revenus mirifiques, il est bien évident qu'ils n'ont pas vocation à rester dans le parc social. Il faut bien dire par exemple qu'à Paris, vu les attributions qui ont eu lieu avant 2001, on a hérité d'une situation un peu compliquée et il a fallu faire le ménage, ce qui a conduit par exemple à ce que Brigitte Bardot soit remplacée aujourd'hui dans son logement par des étudiants boursiers. Mais je crois que oui, il y a un certain nombre de choses à faire pour faire le ménage et éviter un certain nombre de situations anormales. Je pense, quand même, juste sur cette question, effectivement, il faut faire le ménage. Il existe des dispositifs aujourd'hui qui ont changé il y a quelques années. Où les critères ne sont plus les mêmes, peut-être. C'est-à-dire que quand on a 2 fois les ressources, normalement, pour accéder au logement social, et on y est depuis plus de 2 ans, on doit quitter. Donc le tabou du maintien à tout prix dans les lieux a été brisé quelque part. Donc il y a aussi un enjeu de mixité sociale derrière. Mais fondamentalement, si on ne veut pas faire de démagogie, puisque c'est ça la question, c'est clairement ne pas simplement se focaliser sur la dimension hébergement. Combien avons-nous d'hébergements d'urgence? Combien avons-nous de centres d'accueil pour demandeurs d'asile? Même s'il y a des besoins dans ce domaine-là. Au fond, plus le logement est en inadéquation au niveau du montant par rapport aux ressources des ménages dans notre pays ou par rapport au nombre, quantitativement il manque de logements, plus on va faire croître le secteur de l'hébergement comme amortisseur de crise. Et elle est là. Mais on ne règle pas le problème. Elle est là, exactement. Et on voit bien d'ailleurs que le budget de l'hébergement augmente chaque année, comme le nombre d'hébergements. Alors c'est utile parce qu'on ne va pas laisser les personnes à la rue. Mais structurellement, si on ne veut pas faire de démagogie, c'est réfléchir à la construction de logements sociaux, à la régulation des prix des loyers dans le parc privé, aux aides publiques. Il y a déjà les APL, mais pouvoir aider les ménages. Il y a un ensemble de dispositifs. Bien sûr, derrière, il y a la question de l'emploi, mais sur alors, le fait que maintenant on impose par l'État
de la construction des logements sociaux aux maires qui ne voulaient pas le faire. C'est quand même une décision récente, et qui est extrêmement importante parce qu'ils poussent des cris d'orfraie sur la malheureuse concurrence à cause des réfugiés. Mais entre tous ces maires qui ne veulent pas construire de logements sociaux... Enfin, il y en a qui le font quand même. Il y en a qui le font. Oui, bien sûr, mais ce n'est pas forcément eux qui le font plus fort. Et il faut les encourager. Alors, à propos de l'hébergement d'urgence, Nadia, un business absolument sordide. Oui, parce qu'on connaissait les marchands de sommeil qui profitent du mal logement pour s'enrichir. Le business est en train de se développer doucement mais sûrement pour les demandeurs d'asile. Ça se passe dans plusieurs pays d'Europe et notamment dans ceux qui sous-traitent l'hébergement d'asile à des opérateurs privés. Ça se passe en Suède, par exemple. Cet homme, qui s'appelle Bert Karlsson, a fait fortune dans les logements pour réfugiés. Il a gagné 25 millions d'euros l'an dernier. Il ne compte pas en rester là. Il veut faire de l'IKEA pour demandeurs d'asile. Détail qui n'en est pas un, c'est un ex-député du parti anti-immigration. En Italie, le gouvernement verse 30 € par jour et par réfugié aux établissements d'accueil. Ce sont les hôtels et les réseaux mafieux qui tentent de profiter de l'aubaine. Et la France n'est pas du tout épargnée dans la mesure où les autorités ont souvent recours aux hôtels pour l'hébergement d'urgence. Par exemple, un hôtelier lyonnais a confié à un journaliste français avoir cumulé 400 000 € de chiffre d'affaires l'an dernier grâce aux demandeurs d'asile. Yann Brossa, ces dérives, ce n'est pas la preuve que c'est à l'État de s'acquitter, de gérer l'accueil et l'hébergement des réfugiés, de cesser de sous-traiter comme ça aux hôtels. On sait que ça coûte cher. Ça, c'est absolument certain. L'hôtel, c'est mieux que rien parce que ça permet de mettre à l'abri des familles qui, sans ça, se retrouveraient à la rue, mais ça n'est évidemment pas une solution. Et ça reste du temporaire. C'est désastreux du point de vue des finances publiques. Ça coûte 400 millions d'euros par an. Extrêmement cher. Rien que pour la ville de Paris, c'est 16 millions d'euros chaque année. C'est par ailleurs pas bon pour les familles parce que vivre à l'hôtel avec un môme, c'est l'assurance d'avoir un môme qui est en grande difficulté. On ne peut même pas faire la cuisine, on ne peut pas vivre normalement. Et donc, il faut sortir de cette situation. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la ville de Paris, mais l'État s'y met aussi, cherche maintenant à mobiliser des logements dans le parc privé. En payant une partie du loyer, ce qui permet à ces familles-là de sortir de l'hôtel. Il y a eu un démantèlement de camps de réfugiés à Paris Austerlitz il y a quelques jours. Une partie de ces réfugiés ont été mis à l'hôtel. Maintenant, systématiquement, ils sont mis en structure d'hébergement et pas à l'hôtel. Au départ, on a commencé par le faire dans les hôtels. On a constaté que ça ne fonctionne pas. Et donc maintenant, on le fait en centre d'hébergement avec du coup un suivi social qui est beaucoup plus poussé. Alors, il y a quand même, il faut reconnaître, un plan de réduction de nuitées hôtelières qui vient d'être engagé, qui va être suivi sur plusieurs années, considérant qu'en fait, ça coûte plus cher que de trouver des solutions, y compris dans le parc privé. C'est-à-dire qu'il y a le parc locatif social, mais il y a aussi le parc privé à vocation sociale. Il y a des propriétaires qui sont prêts, si on leur dit « votre logement, vos loyers seront bien perçus, votre logement sera bien géré, il ne sera pas abîmé, et ils sont prêts à mettre un peu moins cher même que le marché. » Donc ça aussi, c'est intéressant de le développer. On voit bien, on vient d'entendre, et c'est incontestable, qu'il y a une crise très dure, très ancienne du logement, et puis arrive justement une nouvelle crise, celle des réfugiés. Et bien évidemment, c'est un argument qui est tout de suite utilisé par les politiques. Nous sommes dans le cadre d'une campagne électorale, certains politiques en tout cas. Je vous propose d'écouter et de voir Valérie Pécresse dans un meeting récemment. La gauche a accordé aux migrants, à tous les migrants, un droit d'accès prioritaire dans les logements sociaux de la région. Eh bien moi, je le dis, je refuserai que les migrants passent avant les franciliens qui attendent un logement depuis des années. C'était hier. C'était hier, absolument. Et donc on a vérifié, c'est tout à fait inexact, pour ne pas dire faux. Non, il faut dire faux, il ne faut pas dire inexact, il faut dire que c'est faux. Il n'y a pas de priorité. C'est un mensonge dans un meeting politique de droite, point. Voilà, mais continuez, c'est parfait. Non, mais je veux dire par là, vous n'arrêtez pas en bon chemin. Franchement, je trouve ça scandaleux de dire l'État accorde tout aux migrants et pas aux Français, mais enfin, c'est le discours de Marine Le Pen. Enfin, c'est très clairement ça. Alors, je veux bien qu'on soit en campagne électorale, mais quand on se dit élu de la République, etc., c'est indigne. Néanmoins, c'est totalement indigne. Alors, néanmoins, Christophe Robert, est-ce que vous entendez, il vous est arrivé d'entendre, ou vous aussi, Yann Brossa, quand vous allez sur le terrain, est-ce qu'il vous est arrivé d'entendre des gens qui sont mal logés ou des SDF dire mais tout de même on ne comprend pas pourquoi eux tout de suite si vite on a trouvé et voilà. Oui, bien sûr que j'entends ça. Après le rôle des responsables politiques c'est aussi de rétablir un certain nombre de vérités et en l'occurrence quand Valérie Pécresse dit que ces migrants ont accès à un logement social, elle ment. Elle ment éhontément. Ils ont accès à un hébergement, à une mise à l'abri, pas à un logement social. Pour ce qui est du logement social, ils sont dans la file normale et ils n'ont aucun espèce de droit de priorité ou de coupe-fil qui leur donnerait un accès automatique au logement social. Et puis par ailleurs, bien sûr qu'il y a ce discours-là. Est-ce qu'il y a ce ressenti-là ? Par ailleurs, bien sûr qu'il y a ce discours-là. En même temps, moi je suis élu du 18e arrondissement et j'étais aussi frappé par le nombre de gens
qui, lorsqu'il y a eu le campement à Pajol, par exemple, venait leur apporter une forme de solidarité. Et c'est aussi ça, la grande leçon des semaines écoulées, c'est qu'il y a aussi dans notre pays ce potentiel de solidarité-là, y compris des gens qui disent qu'ils sont prêts à accueillir des réfugiés. Et ça, c'est formidable. Mais on se dit en même temps, si justement on ne fait pas de démagogie, qu'un certain nombre de réfugiés vont rester chez nous. Et que donc la solution d'urgence que vous évoquez, elle est nécessairement temporaire. Oui. Ensuite, il va falloir les loger. On ne va pas les renvoyer à la mer, ces gens-là. C'est pour ça que la réponse à Mme Pécresse, Christophe Robert, c'est quand même de dire, nous avons la responsabilité d'accueillir ces demandeurs d'asile ou ces réfugiés. Et nous avons la responsabilité de nous organiser convenablement pour que cet accueil soit satisfaisant jusqu'à une possibilité d'insertion. Mais que parallèlement. Donc c'est comme ça qu'il faut commencer à expliquer à Mme Pécresse, je pense. Est-ce qu'elle est d'accord pour accueillir ces 30 000 réfugiés que la France s'est proposée d'accueillir ? Nous pensons que oui, à la Fondation Abbé Pierre, mais nous pensons qu'aussi, effectivement, il y a aujourd'hui beaucoup de personnes mal logées à qui il faut proposer une solution. On ne doit pas opposer les choses. Est-ce que parce qu'on va travailler sur l'accès à l'emploi des jeunes qui sont les premières victimes du chômage, on va dire on ne s'occupe plus de l'emploi des seniors? Non, on va devoir s'occuper de tout le monde, et c'est bien dans cet esprit-là de respect des droits fondamentaux et de la dignité qu'on doit continuer pour tout le monde à monter en puissance. On va revenir quand même juste un instant sur le ressenti, ce ressenti confus, mais quand même qui s'exprime d'une différence de traitement entre les SDF et les réfugiés fraîchement arrivés de Syrie, entre autres. Il est régulièrement récupéré par l'extrême droite, vous l'avez tous dit. Dernier exemple en date avec Robert Ménard, maire de Béziers, hébergé très à contre-cœur par Thibault Nolte dans Bang Bang. Regardez. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Robert Ménard, un ancien journaliste trotskiste devenu maire d'extrême droite, a mis toute sa maestria médiatique au service de la lutte anti-réfugiés. Alors, faut-il expulser Robert Ménard? Robert Ménard, proche du FN, est maire de Béziers, proche de Montpellier. Depuis avril 2014, il mène une politique municipale piquée aux stéroïdes. Plus de policiers, plus d'armes, plus de chiens. Et gavé à la com, son sens de l'hospitalité à l'égard des Syriens, par exemple, youtubé dans un message à caractère expulsif, a été vu 350 000 fois. Vous n'êtes pas le bienvenu dans cette ville. Et donc, vous devez partir. Mais avant de friter les réfugiés, chasser les paraboles sur les balcons, trier les prénoms arabes, faire dire la messe avant la feria, Bob Ménard a vécu des aventures d'un autre standard. Il a donné des cours de philo, milité à la LCR, démarré une radio libre. Non, mais c'est pas... Non, je suis pas d'accord. Et pourfendu les pourfendeurs de journalistes sur tous les continents. En 1985, bardé de 3 couches d'idéal, Bobby a fondé Reporters sans frontières, l'ONG qui défend la liberté d'informer. On l'a vu secouer le Moyen-Orient pour faire libérer sa consoeur Florence Aubenas, s'époumoner contre les violations des droits de l'homme en Chine avant les JO de Pékin, vitupérer contre la présence de Bachar al-Assad au défilé du 14 juillet. Entre-temps, Robert sans frontières a fait un vilain tête-à-queue moral. Son bolide humaniste s'est écrabouillé dans le ravin populiste, un choc terrible. Désormais, il s'en mêle un peu les pinceaux. Après avoir défendu la liberté d'informer au Qatar, il soutient Bachar. Au lieu de conspuer les tyrans du monde, il se barricade devant les réfugiés à Béziers. Pauvre monsieur Robert. Magistral Thibault Nolte, merci Thibault Nolte. Quand le FN oppose les Français et les étrangers, qu'est-ce que vous dites, Yann Brossat? Je leur dis que la cible est mauvaise et que de toute façon on ne s'en sortira pas comme ça. Et penser qu'on puisse sortir de la crise en mettant en avant les plus pauvres et en ciblant en réalité les plus pauvres et les plus misérables, c'est faire fausse route. Et je pense qu'il faut effectivement s'adresser à ces gens qui aujourd'hui sont dépourvus de solutions et se replient vers le Front National, oui, mais précisément ils font fausse route. Sauf Robert, quand on compare, ok, les moyens financiers disponibles ne sont peut-être pas les mêmes, mais on voit en Allemagne, il y a des sommes assez importantes qui ont été mises à disposition, précisément parce il s'agit d'intégrer ces gens, pas simplement de les loger à long terme, mais de construire quelque chose à long terme. Cette vision manque aujourd'hui aux politiques? Non, je pense que c'est maintenant que ça se joue. Il y a eu peut-être à nous tous d'ailleurs, hein, pas simplement aux politiques d'ailleurs. En tout cas, vous avez raison, il y a un enjeu au-delà du nombre de personnes accueillies. Derrière, il y a des personnes avec des parcours, des envies, des compétences, des métiers. L'enjeu va être celui de qu'est-ce qu'on va leur proposer? Comment on va les accompagner dans ce parcours en France? Et là, il y a une question territoriale notamment. Est-ce que... Mais c'est prévu ça? C'est en train de se mettre en place. Donc on sait qu'une partie des réfugiés vont arriver, ou des demandeurs d'asile, selon le statut, vont arriver à Paris. Il est dit qu'il y aura un effort qui sera fait avec d'autres régions. Sans doute c'est positif, mais il faut quand même vérifier par exemple qu'au-delà de la question du toit, de l'abri, du logement, on ait bien une réflexion autour de la question de l'accès à l'emploi. Donc c'est ce que vous dites.
c'est-à-dire donner la capacité à ces personnes. Quand on va avoir quelqu'un qui va être réfugié statutairement, il peut travailler, il peut chercher un logement dans le parc locatif privé. Donc la question de la manière dont où on va les orienter est essentielle. Mais oui, vous avez raison, il y a la question de la scolarisation, il y a la question de la santé, il y a la question de l'accès aux droits plus généralement. On commence à anticiper ça ou... Alors, c'est maintenant que ça se joue. Vous avez 20 secondes pour répondre. On espère, oui, c'est en train d'être anticipé. C'est un vœu pieux. C'est un vœu pieux. C'est maintenant que ça se joue. C'est maintenant que ça se joue. C'est des effectifs qui ne sont pas colossaux non plus. On parle de 30 000 réfugiés en 2 ans. Contre 800 000, donc on n'est pas dans l'incapacité de pouvoir répondre à ça. Merci à tous les trois. Nous en reparlerons sans aucun doute dans les semaines qui suivent, peut-être avec vous. Nous verrons.